Fragment d'histoire Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale. Jean-Baptiste Ferracci, bonjour. Bonjour. Vous êtes né à Paris, fin 1938. Oui. Vos parents étaient commerçants à Montmartre. Disons que vous êtes un poulbeau d'origine corse. C'est pas fréquent. Enfant, après avoir échappé à 2 bombardements meurtriers, vous êtes marqué par la mort de votre cousin et homonyme, tué le 25 août 1944 près des Invalides alors qu'il combattait pour la libération de Paris au sein de la division Leclerc. En 1956, l'année de vos 18 ans, vous militez à l'UDJF, c'est-à-dire l'Union pour la défense de la jeunesse française. C'est une branche active de l'USRAF, l'Union pour le salut et le renouveau de l'Algérie française, fondée par M. Soustel, si je ne m'abuse. Exactement. Vous participez à plusieurs manifestations contre la répression soviétique en Hongrie. Après avoir passé la première partie du baccalauréat, vous laissez tomber vos études pour entrer dans la presse, à l'âge de 19 ans comme photoreporter pour le quotidien L'Aurore. Votre chemin croise ensuite plusieurs fois celui de l'Algérie française. Tout d'abord en tant que photoreporter au cours de l'année 1958, puis à partir de janvier 1959 en tant qu'appelé du contingent, affecté d'abord au 1er bataillon parachutiste de choc, composante de l'unité d'élite du 11e choc, puis pendant 20 mois dans l'équipe de l'hebdomadaire militaire Bled. Libéré de vos obligations militaires, vous retournez à plusieurs reprises en Algérie afin de couvrir pour votre journal L'Aurore les événements tragiques de l'année 62. Après le journalisme et la création d'entreprises, vous devenez directeur de cabinet d'hommes politiques tels que José Rossi, Jacques Blanc ou Raymond Couder. Auteur de 3 ouvrages consacrés à la guerre d'Algérie, dont vous êtes un spécialiste, vous êtes également actif dans le monde associatif. Notamment au sein de l'Union nationale des parachutistes de l'Hérault, dont vous êtes vice-président, et de la section de Saint-Clément-de-Rivière de l'Union nationale des combattants. Vous vivez à Montpellier depuis 1989. Monsieur Ferracci, ma première question portera sur le mai-juin 58. Vous êtes jeune reporter pour L'Aurore, vous couvrez le voyage du général de Gaulle en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience et l'ambiance là-bas à ce moment-là? Oui, vous imaginez bien que pour le jeune reporter que j'étais, avec l'obsession de faire la une, le voyage tombait à pic. D'ailleurs, il tombait aussi à pic pour le général de Gaulle, qui ne pouvait pas faire moins que se rendre en Algérie après son investiture comme président du Conseil et son retour au pouvoir, car c'est bien aux Français d'Algérie et à l'armée il le devait. Et puis, vous imaginez à 19 ans être plongé au cœur de l'histoire pour vivre des événements inoubliables. C'est quand même extraordinaire. Et à Alger, le 4 juin, quand De Gaulle arrive, la ville pavoisée est en fait en uniforme, debout dans une voiture décapotable, flanqué de son aide de camp, le colonel de Bonneval. Il descend sous une pluie de confettis la rue Michelet vers la Grande Poste. Les you-you des femmes musulmanes répondent comme en écho aux cris de « Vive De Gaulle »,« Vive la France »,« Vive l'Algérie française des pieds noirs ». Et l'enthousiasme aux accents de la Marseillaise, après son dépôt de gerbes au monument aux morts, avant que, depuis le balcon du gouvernement général, il prononce son premier discours, dont les termes ont traversé l'histoire avec le fameux « Je vous ai compris ». Le lendemain, à Oran, l'européenne, les barrages cèdent sous la pression populaire et un accueil enflammé électrise le discours du général. La France est ici avec sa vocation. Elle y est pour toujours. Il fit croire aux militaires que l'intégration pour laquelle ils combattaient était enfin en bonne voie. Le 6 juin, à Mostaganem, c'est l'apothéose. Ils sont plus de 100 000, en majorité musulmans, coiffés de fez ou de turbans, pour acclamer le général qui, depuis la terrasse de l'hôtel de ville, s'écrie « Vive l'Algérie française ». Au cours de ces 3 jours, la puissance du verbe, l'émotion, l'enthousiasme, la confiance, l'esprit de fraternité, les engagements pris
levèrent toute ambiguïté quant à l'avenir de l'Algérie française. Ce qui se passera quelques années plus tard a bien montré que ces propos de circonstance n'ont été tenus que pour mystifier les Français d'Algérie, les musulmans fidèles à la France, mais aussi l'armée, l'opinion internationale et les médias. En l'avion du retour, la plupart de leurs représentants qui couvraient le voyage et qui ont pris pour argent comptant les propos du général, ils l'ont pris pour argent comptant. Et à l'exception d'un journaliste expérimenté du Figaro, s'appelait Serge Bomberger, que stupéfait, j'ai entendu dire « Vous verrez les gars, il va tous nous enfumer ». Quel était votre état d'esprit avant de partir faire votre service militaire en Algérie ? Ouais, vous savez, je m'y attendais comme tous les jeunes de 20 ans. À l'époque, le service militaire était de 18 mois, mais les événements d'Algérie nous maintenaient sous les drapeaux jusqu'à 28 mois. Ce fut mon cas. Tous les appelés ne partaient pas de gaieté de cœur en Algérie, mais peu d'entre eux, contrairement à une certaine désinformation, refusaient de servir. Puisque la France nous appelait comme elle l'avait fait pour nos grands-pères et pour nos pères, nous répondions présents à notre tour. Pour ma part, j'attendais sans angoisse la date de mon appel sous les drapeaux, et j'attendais surtout mon affectation. Bon. J'espérais bien que l'armée tiendrait compte de mes compétences professionnelles en m'affectant après ma formation de base dans la communication militaire. Je pensais au service cinématographique et photographique des armées situé au fort d'Ivry et à la caserne d'Orléans à Alger, ou au journal militaire Bled à Paris ou à Alger. L'idée de partir en Algérie ne me préoccupait pas. Elle me plaisait même par curiosité professionnelle, vous devez le comprendre. Qui m'emmerdait le plus, mais vraiment, c'est le cas, c'est bien le mot, excusez-moi du terme, c'est d'abandonner pendant plus de 2 ans mes activités professionnelles débutées 1 an plus tôt. En fait, si j'avais été intelligent, j'aurais devancé l'appel et choisi mon affectation, ce ne fut pas le cas. Et patatras, un matin de décembre 58, 2 gendarmes viennent à mon domicile me remettre en main propre ma feuille d'appel sous les drapeaux et je lis 11e demi-brigade parachutiste de choc pour servir au 1er bataillon parachutiste de choc à Calvi. J'étais loin de m'attendre à ça. Quand je m'en ouvre à un confrère, ex-colonel qui à l'aurore était chargé des affaires militaires au service de politique intérieure, il hoche la tête et me dit « C'est curieux, t'es tombé chez de vrais baroudeurs car l'unité connue sous le 11e choc est le bras armé du SDEC. » C'était anciennement la DGS, si vous voulez, le SDEC. Hein. En principe, ils ne prennent que des volontaires triés sur le volet. Mais comme nous entrons dans ce que l'armée appelle les classes creuses, elle sélectionne aussi les appelés selon des critères assez rigoureux. Tu as dû leur faire bonne impression, à moins qu'ils aient pensé que gradé, tu sois prêt à en rempiler comme officier à la piscine. La piscine, c'est le lieu à Paris où sont installés les services spéciaux. Un bon conseil, si à la fin de ton service, si tu veux rester dans la presse, évite de faire les EOR et de devenir officier. Fais ton service sans tirer au flanc, ni faire de zèle et rejoins l'Algérie, il te sera plus facile d'obtenir une mutation. Entre nous, t'es le roi des cons, exactement ce qu'il me dit. Si tu m'avais contacté avant tes 3 jours de sélection à Vincennes, je me serais occupé de ton affectation, comme je l'ai fait pour André Bloch, qui termine d'ailleurs son service militaire au journal Bled à Alger. Effectivement, vous tombez dans une unité assez particulière, le fameux 11e choc. Quelles étaient les spécificités et les missions de ce régiment parachutiste ? En fait, si vous voulez, il faut d'abord parler des parachutistes en général. Je pense qu'en Algérie, il n'y avait pas de front, pas de grande bataille. Nous luttions contre une organisation qui pratiquait le terrorisme urbain à grande échelle et qui, dans le bled, imposait sa terreur par des enlèvements, des assassinats, des massacres des villages, des embuscades. C'était tout cela qu'il nous fallait combattre. Déployée dans un immense territoire, l'armée occupait le terrain avec ses unités de quadrillage, dont les commandos de chasse et les RK, très mobiles, étaient d'une efficacité redoutable. À côté de ça, il y avait en quelque sorte des forces spéciales. On n'appelait pas ça encore des forces spéciales, mais c'était comme ça. Intervenant à la demande des états-majors, la Légion étrangère, avec ses professionnels, et les paras qui comptaient de très nombreux appelés du contingent. Elles furent aussi appelées, ces forces-là, les paras et la Légion, à intervenir en ville, notamment pendant la bataille d'Alger, en 56-57, où le terrorisme fut éradiqué par les paras de la 10e division parachutiste du général Massu. Ouvrons une petite parenthèse. Ce qu'on a toujours voulu oublier en France, c'est qu'en 56, le président du Conseil, Guy Mollet, à une très large majorité, comprenant d'ailleurs les communistes, obtint les pouvoirs spéciaux pour faire face à la situation en Algérie. 3 jours plus tard, Guy Mollet, co-signé avec le ministre de la Justice François Mitterrand,
celui de la Défense nationale Maurice Bourgès et Robert Lacoste, ministre résident et gouverneur général de l'Algérie, un décret donnant les pleins pouvoirs à l'armée pour lutter contre les poseurs de bombes et leurs complices, les porteurs de valises. Je reviens à votre question. Les paras bérets rouges, bleus ou verts de l'infanterie coloniale, de l'infanterie métro ou de la Légion étaient des unités d'intervention pour des opérations spécifiques. Le 11e choc fut l'une d'entre elles, avec des missions encore plus spécifiques et encore plus spéciales, plus souterraines, plus discrètes, d'interception, de contrôle, voire d'élimination. Je ne peux pas vous en dire plus. J'ai quelques références en la matière, mais je ne voudrais pas trop me développer tout cela. Mais pour ma part, j'ai eu l'occasion d'opérer sur la frontière tunisienne, du côté de Zarouria et dans le massif du Hodna au sud de Sétif. Il y a eu peu d'opérations aéroportées en Algérie, mais beaucoup d'interventions héliportées. C'était vraiment le règne du ventilateur, comme on appelait alors l'hélico. Après ce corps d'élite, vous réussissez à vos fins puisque vous parvenez à intégrer l'hebdomadaire militaire Bled. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'était Bled ? Oui, alors, si vous voulez, j'ai réussi à me faire muter par l'intervention d'un ami, d'un cousin germain de mon père qui était dans la presse et administrateur de groupe de presse à Alger et qui avait ses entrées à l'état-major. Donc, sinon, je serais resté dans ces unités. Alors, je vais commencer par la dernière partie de votre question. Qu'est-ce que c'était Bled ? Tirant les leçons de la guerre d'Indochine, l'état-major de la 10e région militaire, c'est-à-dire l'Algérie, décida dès 1955 de se doter d'un bureau destiné à l'action psychologique, le 5e bureau. 2 ans plus tard, en 1957, ce service spécialisé dans la guerre révolutionnaire fut étendu à tous les corps d'armée. Son objet était triple: maintenir le moral des soldats et les protéger contre la propagande de l'adversaire, mener une action psychologique auprès de la population, agir directement sur le moral des rebelles. L'un des principaux outils fut l'hebdomadaire militaire Bled qui tirait alors à 200 000 exemplaires pendant la période. Tous ceux qui ont servi en Algérie se souviennent de ce tabloïd qu'il recevait chaque semaine, partout sur le terrain. L'équipe rédactionnelle était composée d'appelés venant d'unités diverses qui, dans le civil, étaient plus ou moins rédacteurs, enseignants, communicants, écrivains et même poètes. Et j'ai été, je crois, le seul reporter photographe professionnel, bien que le service photo ait compris aussi à l'époque des camarades aimant la photo qui s'étaient initiés aux travaux de laboratoire. Mes missions, elles consistaient à parcourir l'Algérie du nord au sud et d'est en ouest pour mettre en valeur, par l'image, les unités et les soldats opérant sur le terrain. Il me consistait à couvrir certaines grosses opérations, comme Jumelles en Kabylie, Étincelles dans le Hodna, Pierres précieuses au cœur des Aurès. Faire du reportage en ville et dans le bled, montrer combien l'armée, dans les douars les plus reculés, était impliquée au service de la population en faisant l'école aux enfants, en assurant les soins médicaux, bref, en jouant un véritable rôle social permanent. Et faire apparaître une fraternisation entre les communautés, dans les villes comme sur le terrain, suivre aussi la brûlante actualité. Le cas échéant, par instruction de l'état-major, publier des documents pris sur les rebelles qui relataient leur découragement et leur désir de se rendre. C'était assez fréquent car dans Bled, il y avait aussi une part d'intox. Comprenez-le. Les liens avec les officiers du 5e bureau, impliqués en janvier 1960 dans l'affaire des barricades, conduisirent au rattachement direct de l'hebdo au ministère de la Défense nationale. Un nouveau rédacteur en chef fut nommé pour veiller à l'orthodoxie du journal avec les choix politiques en perpétuelle évolution. En mars-avril 1961, une nouvelle formule fut lancée. J'ai vécu le premier numéro de la nouvelle formule. Plus de tabloïd en 2 couleurs, mais un magazine intégrant la quadrille, promis, et fusionnant 2 titres militaires, Bled et 5 sur 5, qui était le journal des forces françaises en Allemagne. C'est sous cette formule nouvelle que Bled, que j'avais quitté fin avril 1961, se dirigea, après quelques heures lors du putsch des généraux, vers la fin de l'Algérie française. Quels étaient vos sentiments envers, d'une part, l'ennemi, d'autre part, la population indigène, et enfin également la population européenne? J'espère pas vous choquer, mais votre question montre combien votre génération a été désinformée sur ce que fut l'Algérie française. Essayons d'y remédier. Pour moi, comme d'ailleurs tous les jeunes appelés, l'Algérie, c'était la France, et nous intervenions dans des départements français
touchés par un terrorisme qu'il fallait éradiquer par tous les moyens. Nous qui, dans notre scolarité primaire et secondaire, avions sous les yeux les cartes de l'Empire français, qui apprenions les chefs-lieux de tous les départements, y compris ceux d'Algérie, le rond de cet empire, avions le sentiment d'avoir été appelés à remplir une mission patriotique. D'ailleurs, les déclarations successives de nos dirigeants politiques étaient là pour nous le rappeler. De la gauche à la droite, de François Mitterrand et Pierre Mendès France, à Jacques Chaban-Delmas, Charles de Gaulle, en passant par Albert Camus, Gaston Defferre, Louis Joxe et Georges Pompidou, au moment où le terrorisme atteignit son point culminant, il fallait être sans pitié. Je ne citerai que Mitterrand, ancien président de la République et ancien ministre de la Justice à l'époque. L'Algérie, c'est la France. Les départements de l'Algérie sont des départements de la République française. Tous ceux qui essaieront d'une manière ou d'une autre de créer le désordre et qui tendront à la sécession seront frappés par tous les moyens. La seule négociation possible avec les rebelles, c'est la guerre. Donc c'est dans cet esprit que les appelés du contingent, jusqu'en 1960, après ça a un petit peu bougé, ont accompli leur mission. Quand ils ont débarqué pour la première fois en Algérie et qu'ils ont vu se lever le soleil sur les rades d'Alger, d'Oran ou de Philippeville, ils en ont pris plein les yeux. Cette arrivée était magnifique. Certains ont emprunté des trains très modernes, comme l'Inox, pour rejoindre leurs affectations. Ils ont été ébahis en les comparant aux tortillards qui circulaient encore dans leur région. Mais ils ont aussi compris, quelque part, assez rapidement, constaté que tous les hommes et les femmes d'Algérie n'avaient pas le même niveau de liberté et d'égalité. Ils ont aussi vite compris le sens du mot colonisation, avec ses immenses aspects positifs et ses incontestables côtés détestables. Vous avez parlé d'indigènes dans votre première question, dans le début de votre question. Qui étaient les indigènes dans ces départements français? Les Pieds-Noirs, les Juifs d'Algérie, les Arabes, les Berbères? Pour la plupart d'entre nous, ça ne faisait pas de différence. En tout cas, pour moi, ça n'en faisait pas. Avec eux, nous avons fêté Noël, Pâques, mais aussi l'Aïd el-Kébir, l'Aïd el-Srir. Nous avons pris le thé à la menthe dans les mechtas et dormi côte à côte autour du feu, en Kabylie, dans les Aurès, l'Ouarsenis, le Constantinois ou les oasis sahariennes. Pour ma part, je n'ai jamais fait aucune différence entre les communautés pendant la guerre d'Algérie. D'ailleurs, à l'époque, cet esprit communautariste qui gangrène actuellement notre société n'existait pas. Toutes ces expériences, d'ailleurs, vous l'avez dit un petit peu plus tôt, vous ont permis de parcourir l'Algérie de la fin des années 50 dans un petit peu tous les sens. Comment vous décririez le pays et également son ambiance économique et sociale? Oui, cette question va me permettre de compléter un peu ce que je viens de dire, finalement, en revenant à l'histoire. En 1830, les troupes françaises débarquent sur une terre qui, depuis 3 siècles, était une position turque pourrie par la piraterie autour d'un port principal, El Jezaïr, devenu Alger. Cette terre fut appelée Algérie par la France en 1839. Elle comptait alors environ 3 millions d'habitants berbères et arabes et 30 000 israélites. Le recensement de 1954 comptabilisait environ 10 millions d'habitants, dont plus d'1 million d'Européens, mais la religion avait déjà semé les germes d'une situation explosive. En effet, dès 1865, les musulmans comme les juifs d'Algérie avaient été invités à choisir la nationalité française à condition de renoncer à leurs lois religieuses respectives et d'accepter la législation laïque de la France. Seuls quelques milliers de musulmans ont accepté. En 1970, le décret Crémieux donna aux Juifs d'Algérie la nationalité française. Elle fut accordée aux musulmans en 1947, assortie de la possibilité de conserver leur statut coranique dans un système départemental différent de celui de la métropole. En effet, le pays était doté d'un gouvernement général et d'une assemblée territoriale comprenant 2 collèges paritaires, l'un représentant le million d'Européens, les Arabes et les Berbères citoyens français ayant opté pour le statut laïque, et l'autre, les 9 millions de musulmans de statut coranique. Quoi qu'il en soit, et malgré les ambiguïtés qui montrent que rien n'est jamais simple pour le pouvoir politique français face à l'islam, la nation avait fait de l'Algérie un pays aux villes et aux infrastructures modernes, disposant d'un excellent réseau routier et ferroviaire, de ports et d'aéroports nombreux et bien équipés, d'un système de santé avec hôpitaux et dispensaires dont beaucoup de départements métropolitains ne disposaient pas. Alger était alors le 3e pôle universitaire français, et la scolarisation voulue par la Troisième République s'était étendue à tout le territoire.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les premières victimes du terrorisme furent des enseignants dans le bled. Le développement de l'agriculture, la viticulture, l'agrumiculture, l'irrigation, la fertilisation des terres, l'assainissement de la Mitidja, l'exploitation de gisements miniers divers était spectaculaire et le pétrole et le gaz naturel jaillissaient déjà à Simi Saoud, à Sirmen, le Wedgelé. Cependant, cette modernisation, ce développement économique ne bénéficiait guère aux petits paysans. Le fellah, qui avait bien du mal à attirer ses modestes revenus de son lopin de terre, il en était souvent réduit à travailler pour des colons qui lui faisaient suer le burnous, dont l'image d'exploiteur que l'histoire officielle a généralisée à tous les pieds noirs, dont la majeure partie vivait pourtant bien en dessous du seuil de pauvreté. En fait, une grande partie de l'économie était aux mains de quelques gros colons et de groupes financiers. 3 milliardaires, étaient des sénateurs radicaux socialistes disposant chacun d'un journal quotidien, un grand journal quotidien. Ils avaient créé un puissant lobby colonial qui, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de De Gaulle, fut très influent au plan politique national pour le Parti radical et le Parti socialiste. Au moment de la quille, c'est-à-dire la fin du service militaire, vous êtes dans une situation assez particulière puisque cela tombe au moment même du putsch. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode ? Oui, le samedi, c'était un samedi le 22 avril. Le samedi 22 avril, c'était le samedi de Pâques, le week-end de Pâques. Je devais quitter l'Algérie, service militaire accompli. J'avais un billet réservé pour un vol Alger-Marseille l'après-midi où je devais récupérer à Marseille une voiture qui était partie d'Alger 2 jours plus tôt dans un cargo. J'attendais donc patiemment un chauffeur de bled qui devait me conduire de la villa où je louais une chambre sur les hauteurs d'Alger, rendre mon pactage à l'unité militaire dont dépendaient les services de l'état-major. Ne voyant rien venir, je pars à pied, je trouve un taxi, je dis au chauffeur « Pour moi, c'est la quille, je pars cet après-midi ». Il me répond « Ça m'étonnerait, vous n'avez pas entendu la radio ?»« Non, qu'est-ce qui se passe ?» L'armée a pris le pouvoir en Algérie et toutes les relations maritimes et aériennes sont coupées avec la métropole. Merde, c'est la tuile. Le jour de ma quille, ils auraient pu attendre au moins 24 heures. Conduisez-moi vite à Bled, boulevard La Ferrière. Ma libération est remise en question, mais je positive en me disant qu'il faut au plus vite me mettre à faire un reportage sur cette affaire exceptionnelle. Si tous les contacts sont coupés, les correspondants locaux de la grande presse ne pourront rien transmettre à leurs journaux. Avec un peu de chance, j'aurai dans ma musette un reportage complet que je m'empresserai de remporter à Paris dès que ce sera possible. Une très bonne pige en perspective. Après mon passage à Bled, où le rédacteur en chef adjoint s'était mis à disposition des putschistes, je pars faire toute une série d'images, notamment avec les légionnaires du 1er régiment étranger de parachutistes, pour armer de cette opération. L'unité était sous les ordres à l'époque du commandant Élie de Samar, grand résistant et brillant officier. Elle a marché sur Alger au cours de la nuit. Sans effusion de sang, en quelques heures, tous les points stratégiques ont été pris par le REP. Le délégué général du gouvernement, le ministre des Transports de passage à Alger, le commandant en chef, celui du corps d'armée d'Alger et celui de la 10e division parachutiste ont été arrêtés. Le pouvoir en Algérie était désormais entre les mains de généraux, Chal, Jouot, Zeller, rejoint le lendemain par Salan, la fine fleur de l'armée française. À Paris, De Gaulle décide de reprendre la main. Le dimanche 23 avril à 20h, en uniforme, au cours d'une allocution télévisée, il lance un appel aux appelés servantes en Algérie. Il leur lance un appel à la désobéissance. Après 2 jours d'un week-end pascal plein de rebondissements, le lundi de Pâques, j'apprends que les libérables de la classe 58DC, la mienne, embarqueront le soir même sur l'El Mansour à destination de Port-Vendre, où ils arriveront le mardi 25 avril. Je me frotte les mains en me disant je vais arriver avec Paris avec mon super reportage, un vrai pactole pour reprendre la vie civile. Dans la nuit, de mardi à mercredi, après avoir rencontré des confrères de Paris Match à l'arrivée du bateau, et leur avoir parlé de mon scoop, je prends un train de nuit avec quelques camarades pour regagner la capitale. Au petit matin, le contrôleur rentre dans le compartiment. « Alors les gars, c'est la quille ?» Il vient pour contrôler les billets, mais il dit « Alors les gars, c'est la quille ?» « Ouais, elle est bien méritée, 28 mois et 20 jours de service, ça compte. » « Au fait, vous connaissez la nouvelle ? » « Non, c'est quoi ?» Cette nuit, les putschistes se sont rendus. Tout est rentré dans l'ordre en Algérie. Je fais la gueule. Adieu, pactole.
À la gare d'Austerlitz, je fonce acheter l'Aurore, et un énorme titre publie « Insurrection terminée ». Voilà, ça s'est pas très bien passé pour le pactole. Enfin bref, j'ai quand même réussi à faire quelques petites bonnes pistes quand même. Il n'y a pas eu de scoop, mais quand même, Non. vous avez pu Exactement. tirer votre épingle du jeu. Vous reprenez votre travail à l'Aurore. Et avant de retourner en Algérie pour couvrir l'année 62, presque par hasard, vous couvrez la manifestation pacifique des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris. Oui, hein, comme vous dites, c'est presque par hasard. Ce soir-là, je n'avais pas du tout l'intention de travailler. En fait, pour peser sur les négociations qui patinent toujours, le FLN met la pression en manipulant les travailleurs algériens des banlieues. Réponse du gouvernement, à partir du 5 octobre 61, un couvre-feu est imposé aux Nord-Africains à Paris et dans sa périphérie, avec fermeture des cafés morts à 19h. C'est évidemment un grave problème pour tous ceux qui travaillent de nuit dans les usines de la région parisienne. Et ça, bon, c'était comme ça a été décidé. Pour protester contre cette mesure, la Fédération de France du FLN appelle à descendre pacifiquement dans la rue le 17 octobre. Le ministère de l'Intérieur, Roger Frey, n'interdit pas la manifestation. Ce soir-là, je quitte donc le journal à 19h pour aller dîner à la Garenne-Colombe chez mes futurs beaux-parents afin d'évoquer mes fiançailles avec leur fille. J'emprunte tranquillement l'avenue de Neuilly, en direction, aujourd'hui ça s'appelle l'avenue Charles de Gaulle, en direction du pont éponyme. Peu avant de le franchir, j'aperçois et j'entends de loin une foule hurlante descendant de la Défense. Je me gare sur la contre-allée, j'ouvre ma boîte à gants, je prends quand même un petit revolver, et puis je prends un appareil photo 24-36, plus discret que le relais habituel, et je passe un coup de fil au journal. Les Arabes manifestent près du pont de Neuilly, sont nombreux et semblent drôlement remonter. Il me dit, puisque tu es sur place, couvre la manif, mais fais gaffe. Il y a un autre cortège sur les grands boulevards. Appelle-nous pour faire récupérer tes photos si tu peux opérer sans prendre de risque. Je fonce vers le pont de Neuilly où le désordre est total. Contrairement aux instructions, les manifestants armés de gourdins, de couteaux et même de quelques armes à feu veulent en découdre face au CRS qui, sous une pluie de grenades lacrymogènes et offensives, charge vigoureusement. La bagarre descend sous le pont de Neuilly, le long de la Seine, et les cortèges hurlants arrivent aussi depuis le pont de Courbevoie, tout le long de la Seine. L'affrontement se durcit, drôlement. Hein. Des coups de feu répétés éclatent en amont du pont de Neuilly. On tire des deux côtés et l'affaire prend pour moi une vilaine tournure. De loin, depuis le parapet, je fais quelques images dans des conditions assez impossibles. On entend des nombreux plouf dans la Seine, où il semble que depuis les berges, quelques manifestants soient balancés. Bien que l'émeute soit à son paroxysme, je décide de me tirer, et après avoir remis ma bobine au motard de presse du côté des Sablons, je file tranquillement dîner en contournant le secteur. Pendant ce temps, un cortège venant de la place de la République s'est formé sur les grands boulevards, qui sont eux aussi livrés à l'émeute par une vague hurlante de Nord-Africains. Ils sont violemment repoussés par les gendarmes mobiles boulevard Bonne Nouvelle. Et le lendemain, l'Aurore titre « 20 000 manifestants dans les rues de Paris hier soir à l'appel du FLN ». La police fait état de 7 500 interpellations et annonce 2 morts et des blessés dont on ne précise absolument pas la quantité. Au contraire du nombre de tués, celui énorme des interpellations est exact. À l'époque, les services de force de l'ordre disposant d'ordres précis de fermeté ne faisaient pas dans la dentelle. On a vu tous, avec les confrères, des camions avec des Nord-Africains, les mains sur la tête ou les barbes, qui rembarquaient. Ils ont rembarqué 7500 personnes dans la soirée. Quant au nombre de tués, au nombre exact de victimes, avec 2 morts, la police est loin du compte. Sans tomber dans les excès démagogiques et politiques d'une ratonnade voulue, apparue dans les années 90, on peut objectivement tabler sur une petite centaine de morts vers les ponts de Neuilly et de Courbevoie, y compris les disparus dans la Seine. C'est déjà pas mal, hein. Enfin, pas que ça choquait personne. Bon. On doit aussi revenir sur le caractère pacifique de cette manifestation. Pour l'avoir suivi dans la rue et en témoin, je peux vous confirmer que bien des manifestants équipés notamment d'armes blanches étaient là pour en découdre. Le général de Gaulle, on est sans aucun doute bien informé, s'est contenté d'un commentaire lapidaire à son futur secrétaire d'État à l'information Alain Peyrefitte, regrettable mais nécessaire. Par la suite, et jusqu'à l'indépendance de l'Algérie,
il n'y eut plus aucune manifestation à Paris de la part de la Fédération de France du FLN. Vous retournez en Algérie pour l'Aurore lors de l'année 62. Vous êtes à Alger en fin mars 62, début avril 62, puis vous êtes à Oran début juillet 62, où il se passe un certain nombre d'événements tragiques. Comment avez-vous vécu ces moments-là et l'exode des Pieds Noirs et des Harkis qui a suivi Oui, ça a été une période un peu douloureuse. Moi, en octobre 61, je pensais bien ne jamais repartir en Algérie. Je me trompais lourdement. À la Toussaint, 61, déjà, avec un rédacteur, lui-même ancien de Bled, nous sommes envoyés à Oran pour un reportage d'ambiance, assez tranquille d'ailleurs, qui nous permet de rencontrer incognito un des responsables de l'OAS, qui en juin 1962 exfiltrera les derniers commandos de l'organisation secrète vers Alicante. Le lundi 19 mars 62, l'Aurore, dans un titre de 10 cm de haut, annonce la signature d'un cessez-le-feu en Algérie et consacre 4 pages spéciales à l'événement. Entre la joie de voir le conflit arriver à son terme et l'inquiétude quant au sort du million de Français d'Algérie et des Algériens francophiles, l'atmosphère médiatique est très mitigée. À Genève, le même Bromberger du Figaro, qui en juin 1958 avait prédit, après les déclarations enflammées de Gaulle sur l'Algérie, « Vous verrez, il va tous nous enfumer », déclare alors à ses confrères « On leur a gentiment baisé les babouches pendant toute la négociation. Mais maintenant, c'est eux qui nous baisent et nous qui allons payer la chambre. Mais à quel prix hein ?» Il n'avait pas tout à fait tort, d'ailleurs. Le 24 mars, alors que depuis la veille, à Alger, le quartier de Bab el-Oued, peuplé essentiellement d'un petit peuple pied-noir acquis à l'OS, et fait l'objet d'une véritable opération de guerre de la part de l'armée française, est complètement isolé, blocus absolu. La guerre entre Français prend une si vilaine tournure que mon journal décide de me renvoyer sur place. Le lundi 26 mars, avec un groupe de confrères parisiens, nous échangeons sur le terrain nos infos sur une manifestation invitant les habitants du Grand Alger à se rassembler à la Grande Poste afin de gagner ensemble, en cortège, sans armes, sans cris, par les grandes artères, avec des drapeaux tricolores, le périmètre de bouclage par solidarité avec les assiégés. En circulant à pied dans le quartier, nous ne rencontrons aucune des forces de l'ordre traditionnelles, gendarmes mobiles CRS, mais ça et là, des soldats du 4e régiment de tirailleurs, composés majoritairement d'appelés de souche nord-africaine et de leur encadrement mixte d'officiers et sous-officiers. Le dispositif extrêmement léger nous inquiète. Dans des portes cochères, des fusils mitrailleurs sont mis en batterie et un simple cordon a pris position depuis la Grande Poste pour barrer l'accès depuis la Grande Poste, l'accès des axes urbains conduisant vers Bab el-Oued. Vers 4h30, le secteur est constellé de drapeaux tricolores. Il est noir de monde. Hommes, femmes, enfants se pressent dans le périmètre. Devant le barrage, des manifestants discutent tranquillement en français et en arabe avec les tirailleurs, dont un jeune lieutenant qui les met en garde. Je vous en prie, n'avancez plus. Nous avons reçu l'ordre de tirer si nécessaire. Peut-être un quart d'heure plus tard. Oui, la tension monte. Un bon quart d'heure plus tard, la tension monte. Des cris. Quelques invectives partent de la foule en direction des soldats dont le barrage commence à faiblir. Comme je sens que cette affaire pourrait mal tourner et que j'avais vécu des événements à peu près identiques dans une fusillade lors le 24 janvier 1960, je grimpe au premier étage d'un immeuble sur une marquise exactement face aux marges de la Grande Poste. Idéalement planqué pour opérer, je suis les événements sans trop de risques. Les manifestants poussent et perforent le barrage. Soudain, pas très loin, deux coups de feu éclatent. On tire près de nous, lance par radio le lieutenant des tirailleurs. Riposter, ouvrez le feu, ordonne ses supérieurs. Avant même qu'il en ait donné l'ordre, les tirailleurs, sans sommation, comme s'ils répondaient à un signal, premier coup de feu, ouvrent le feu dans le dos des manifestants. Alto feu, hurle le lieutenant. La fusillade dure une bonne douzaine de minutes. Et le calme s'arrête. Elle se calme et elle s'arrête. La rue, les trottoirs, les marches de la poste sont jonchées de morts et de blessés qui appellent à l'aide ou agonisent en silence. Un prêtre agenouillé donne l'extrême-onction avant d'être chassé manu militari par deux tirailleurs. Moi-même, descendu de mon perchoir, je suis pris à partie par un petit groupe de soldats nord-africains.
Ma cache photo, pas de photo, hurle-t-il en me mettant en joue. Je réponds avec quelques-uns des mots d'arabe qui me viennent à l'esprit. Asma, écoute, avant que l'arrivée inopportune d'un sergent européen me tire de ce mauvais pas. Le lendemain, mon journal titre « Atroce journée à Alger, 50 morts et 186 blessés. Notre photographe était au cœur de la fusillade. » Le soir même, De Gaulle, dans une intervention télévisée, sans un mot pour la fusillade de la Grande Poste, qui en réalité a fait plus de 100 morts, à 50, appelle les Français à voter oui au référendum sur l'autodétermination en Algérie. Pourquoi ce nouveau et inutile bain de sang? Qui est responsable? L'OS ou les militaires? Qui étaient vraiment ces tirailleurs? D'où et de qui est venu l'ordre de tirer dans le dos d'une foule désarmée et peu menaçante? Entre confrères alors, nous nous interrogeons. Depuis, je connais parfaitement la réponse. Après le 26 mars, compte tenu de l'ambiance, des manipulations de toutes sortes, de la guerre ouverte que se livrent l'OAS, le FLN et les réseaux de barbouzes en Algérie, de l'atmosphère politique générale et des risques encourus dans la couverture des événements, alors que je dois me marier début mai, je décide de refuser d'y retourner. Mon boss de l'Aurore, un beau matin, se charge de me faire changer la vie. Évoquer l'Algérie, avec sa voix, évoquer l'Algérie, témoigner de la manière inimaginable dont les choses se déroulent, montrer la détresse de tous ces pauvres gens qui abandonnent tout dans l'indifférence du pouvoir et des Français qui, alors que se déroulent des choses abominables, donc une idée, préparaient leurs prochaines vacances. En illustrant et en racontant une douloureuse réalité, vous serez la plume et l'image. Le vieux singe ayant trouvé les mots, je repars quand même fin mai à Alger, couvrir certains aspects de l'exode et effectuer un triste voyage avec des centaines de rapatriés sur le Cirdos, entre Alger et Marseille, dont je garde toujours le souvenir. Je l'ai d'ailleurs raconté, ce voyage, dans un bouquin dans l'Adieu paru en 2012. Ces gens d'origine modeste qui, faut-il le rappeler, payaient leurs billets de bateau ou d'avion pour s'exiler, ont été sacrifiés non pas aux intérêts supérieurs de la France, car économiquement, abandonner les richesses découvertes, le gaz naturel et le pétrole aux Algériens ne relevait pas d'une bonne réflexion économique. Les pieds noirs ont été trahis par un pouvoir qui, disposant de tous les moyens financiers, militaires, de transport, de rapatriement, pouvait prendre en charge, sous la protection de l'armée, tous ceux qui souhaitaient partir. Ce n'était pas considérable et c'était faisable. Imaginez-vous qu'au cœur de l'exode, la marine française, dont on aurait eu tant besoin, participait à des manœuvres de l'OTAN au lieu d'être affectée au rapatriement. De Gaulle ne s'attendait pas à un exode massif et n'avait pas mesuré les conséquences immédiates des accords d'Évian, qui se révélèrent être un marché de dupes. Quelques chiffres à l'appui de ce que je viens de vous dire. En 7 ans de guerre en Algérie, la France a perdu 25 000 hommes, peut-être 26 000 même maintenant, disons. Après le cessez-le-feu du 19 mars, jusqu'à la fin de 1962, plus de 550 militaires français, plus de 3 000 pieds noirs et de 70 000 harkis ont été victimes directes ou indirectes du FLN avec qui nous avions conclu le cessez-le-feu. Même aujourd'hui, 60 ans après, malgré mon grand âge, quand je repense à tout ça, j'en suis encore indigné. Quant aux harkis qui avaient accordé leur confiance à la France, tout a été fait pour les empêcher de venir s'y réfugier. Le général de Gaulle, le 3 avril 1962, au Conseil des ministres, a donné le coup d'envoi des nombreuses déclarations gouvernementales tendant à les exclure. Il faut se débarrasser sans délai de ce magma de supplétifs qui n'ont jamais servi à rien. Si j'en avais le temps, je vous détaillerais toutes les mesures qui, jusqu'en juillet 1962, ont été prises pour les empêcher et pour sanctionner des officiers français qui, enfreignant les ordres, ont réussi à ramener leurs harkis et leurs familles en métropole. À partir de juillet, cependant, devant la gravité de leur situation en Algérie, le pouvoir autorisa enfin l'armée et la marine à prendre en main leur retour sur la métropole. Dans votre question, là, vous avez aussi évoqué ma présence à Oran le 5 juillet 1962. Je vais vous raconter, et vous résumer surtout, parce que c'est un peu long, ce que j'y ai vu et vécu après avoir, un peu comme d'habitude, planté le décor. Le lundi 25 juin, vers 18h, un flash tombe sur les téléscripteurs. Les réservoirs du port d'Oran sautent les uns après les autres. Un incendie monstre menace la ville. Les navires de l'Exode, des Français d'Algérie, quittent le port pour gagner la haute mer. C'est la consternation. Ils attendaient pour partir, mais les navires s'en vont. À 18h10, l'incendie gagne du terrain.
Les dépôts Esso, Standard Oil et les dépôts militaires sont détruits. 10 millions de litres de carburant, la moitié des réserves d'Oran sont parties en fumée. Mon journal fait 3 pleines pages sur le sujet, d'après les dépêches d'agences de presse ou les papiers de nos correspondants. Mais à la conférence de rédaction du jeudi 28 juin, décide d'envoyer une équipe à Oran, connaissant bien le terrain en Algérie, les inévitables anciens de Bled, pour une mission qui ne m'enchantait guère. Ceci dit, le samedi matin, vers midi, nous atterrissons à La Sénia, en pleine débâcle. Autour de la piste principale, des marabouts de l'armée française abritent du soleil des milliers de personnes attendant leur tour pour prendre un avion et pour partir. Le hall principal est envahi de familles, assises ou couchées à même le sol. À chaque atterrissage, et l'espoir du départ revit, la tristesse, l'angoisse, le désespoir brouillent les visages. À l'extérieur, c'est encore pire. Les gens se bousculent, s'apostrophent, se hèlent d'un point à l'autre quand ils pensent reconnaître une personne ou une connaissance venant de loin, ou un parent. Pour aller en ville, dans la pagaille, des voitures abandonnées par leurs propriétaires qui s'exilaient, ils partaient à l'aéroport, ils laissaient la voiture et prendre l'avion. Nous demandons à un des militaires de nous transporter. Cet après-midi, veille de référendum, alors que près de 500 000 personnes ont déjà quitté l'Algérie, on fait d'abord un tour sur le port où c'est la pagaille absolue. Le nombre des candidats au départ ne cesse de s'accentuer. Des militaires et marins français tentent d'établir en vain un peu d'ordre en canalisant les gens, mais à la différence de ce que j'ai vu un mois plus tôt à Alger, aucun groupe de musulmans à proximité pour insulter les partants qui campaient là dans l'attente d'un paquebot. À Alger, c'était les Roumis étaient contents, tu vois. Bon, je m'étais d'ailleurs un peu accroché à l'époque avec ça. Sur l'acheté principal du port d'Oran, un immense calicot proclame encore fièrement « Ici la France ». Au bastingage d'un navire en partance, un grand-père chapeauté, c'est une de mes photos, qui est sur une couverture de bouquin, regarde une dernière fois sa ville en tenant dans ses bras une fillette au visage triste qui se cramponne à lui pour ne pas fondre en larmes. Triste, malheureux, dont la vie bascule, abandonné par une France opulente. Le lendemain 1er juillet, jour de référendum, pas de coup de feu, aucune explosion dans la nuit, un calme relatif et habituel à Oran en ce dimanche matin. Le 2 juillet, à l'issue du référendum, l'Algérie française n'existe plus, mais si son indépendance est reconnue le soir même par le général de Gaulle, elle ne sera officiellement proclamée que le 5 juillet au soir. Pour l'heure, à Oran, c'est la pétaudière complète. Il y a d'un côté le FLN, la LN, Armée de Libération Nationale, les ATO, auxiliaires temporaires ou occasionnels, les maquisards de la 11e heure, les groupuscules armés qui poursuivent leur œuvre de gangstérisme, et de l'autre une population européenne désarmée, l'OAS ayant quitté Oran, je vous ai expliqué comment, pas en détail, mais l'OAS est parti fin juin, et les troupes françaises consignées sous les ordres du général Katz, commandant le corps d'armée d'Oran. Au matin du 5 juillet, le calme règne encore en ville, où nous circulons avec un groupe de confrères français et étrangers. Pour bien montrer que nous sommes journalistes, nous arborons très visiblement un carton presse autour du cou. On avait pris quelques précautions. Les cortèges se forment dans les quartiers musulmans. Ils se densifient progressivement et une foule considérable envahit le centre-ville. Pour le moment, cette marée humaine bigarrée ne semble pas hostile à l'égard des Européens qu'elle croise, bien que certains jeunes roulent un peu les mécaniques en arborant ostensiblement des armes glissées dans leur ceinture. Cette foule aurait été rassemblée dans l'attente d'une cérémonie au cours de laquelle le drapeau algérien devait remplacer le drapeau tricolore au fronton de l'hôtel de ville. Bref, une masse populacière est là quand vers 11h15. Un premier coup de feu éclate, suivi d'un début de fusillade à proximité de la place d'Armes. La foule fuit en tous sens en criant « C'est l'OAS, c'est l'OAS, c'est l'OAS ». Les hommes de la LN tirent. Les manifestants armés tirent. Les ATO de la force locale tirent. Les militaires français en faction devant leurs casernes se sentant visés tirent à leur tour. Des musulmans abattent des Européens qu'ils croisent dans la panique. Une véritable chasse à l'homme se déclenche et va gagner de nombreux quartiers. On tue, à l'arme de poing, à l'arme blanche, les pieds noirs de tous âges que l'on croise, et l'on constate que les ATO, qui rassemblaient souvent les maquisards de la 11e heure, font du zèle en matière de violence. Les civils regroupent des Européens et les fusillent, tandis que d'autres sont emportés par les camions vers des quartiers arabes du centre et de la périphérie, notamment le Petit Lac où on a retrouvé beaucoup de cadavres. La chasse à l'homme
gagne tous les quartiers européens. Sur le boulevard du deuxième Zouave, où des soldats musulmans tirent à l'aveuglette, nous trouvons refuge, nous, dans une caserne de l'armée française vers 13h. Un peu plus tard, circulant dans le quartier de Saint-Eugène, nous voyons une longue colonne d'Européens les bras levés remontant la rue. Leurs visages sont durs, fermés, tuméfiés. Que sont-ils devenus depuis? Un spectacle si poignant que j'ai eu du mal à retenir mes larmes. Pour le moment, en dehors des réactions de quelques officiers qui, malgré les ordres, interviennent ponctuellement et localement pour secourir leurs compatriotes, l'armée française, qui comptait près de 20 000 hommes à Oran, n'a pas réagi. Le général Katz, que les pieds noirs ont baptisé le boucher d'Oran, dont il commandait le corps d'armée, a attendu plusieurs heures avant d'ordonner une intervention limitée confiée à 14h30 à la gendarmerie mobile qui, prenant son temps, ne s'est mise en branle qu'une heure plus tard. À 17h, l'armée prend enfin position dans toute la ville et devant la force, le calme revient, comme par enchantement, mais plus de 6 heures après le début de l'explosion de violence. L'ouverture des archives sur la guerre d'Algérie permettra-t-elle un jour de savoir objectivement qui a voulu le massacre des Européens d'Oran, dont le bilan n'a jamais été établi avec certitude? Les autorités algériennes, qui le minimisent, parlent d'une centaine de morts, une centaine de morts et 150 blessés, en insistant sur le nombre de musulmans. Les autorités françaises préfèrent rester dans le flou, tandis que les milieux pieds noirs, eux, évoquent à peu près le chiffre de 3000. Je pense que la vérité se situe quelque part entre les deux. Il faut d'ailleurs signaler objectivement que de nombreux musulmans ont été assassinés, soit parce qu'ils furent considérés comme pro-français, soit en portant secours à des Européens pourchassés. Cette journée du 5 juillet a connu ces assassins, ces héros, et surtout ces lâches, abritant derrière la raison d'État. Monsieur Ferracci, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Merci d'avoir apporté votre témoignage. Bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie de m'avoir demandé ce témoignage. En tout cas, je crois qu'il y a des projets intéressants pour l'avenir. On en reparlera. Je l'espère. Merci. Merci. C'était Fragment d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.